Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'oral professionnel pour le bachelor immobilier de l'école Studi. Alors, la question aujourd'hui du jour, c'est pourquoi est-ce qu'un ingénieur qui a 10 ans d'expérience professionnelle dans des postes d'analyse financière et une expérience entrepreneuriale, tout ça réalisé à l'étranger, a décidé de suivre une formation de bachelor immobilier en France? Alors, pour répondre à tout ça, on va voir cette présentation qui est divisée en trois parties. D'abord, mon parcours qui m'a amené jusqu'ici. Ensuite, on va revoir des expériences professionnelles qu'on va mettre en perspective avec les notions acquises au cours de cette formation. Et puis, on s'intéressera à la fin à mes projets futurs à la suite de ce diplôme. Voilà. Donc, ma formation universitaire, pour commencer, j'ai suivi des études d'ingénieur. J'ai été diplômé en 2008 de l'INSA Lyon, spécialité génie industriel. Et au cours de cette formation, j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'effectuer des stages à l'étranger, notamment aux États-Unis et puis aussi en Australie, où j'ai réalisé mon stage de fin d'études. Voilà, donc tous ces voyages et ces expériences à l'étranger, ça m'a donné le goût de l'aventure, le goût de l'international. Et j'ai donc commencé ma carrière à l'étranger, au pays de Messi, pas en tant que footballeur, bien en tant qu'ingénieur, mais donc en Argentine. Voilà. Alors, ma carrière professionnelle, elle s'est divisée en deux grandes parties. Il y a eu une première partie en tant que salarié, et puis il y a eu une deuxième partie où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai commencé ma carrière en 2010 en Argentine en tant que VIE, donc en volontariat international en entreprise, au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, essentiellement des missions d'amélioration de process et puis d'analyse de coûts. Je suis ensuite rentré chez Ford à partir de 2013 où j'ai essentiellement travaillé sur l'analyse de rentabilité des futurs projets de véhicules. Donc ça consistait en fait à analyser vraiment la rentabilité, la viabilité des, des futurs projets qui étaient pas encore en production mais qui avaient pour but d'être en production. En 2018, voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé une boutique d'alimentation bio et naturelle qui s'appelle Millennials, euh, qui, avait- qui tournait autour de tout ce qui est les nouvelles tendances alimentaires, les nouvelles tendances de consommation, des cosmétiques naturels sans produits chimiques, etc. Et puis en 2020, une boutique de plantes et déco, Millennials Garden, donc même marque mais concept différent. Donc première expérience salariée, vraiment une base financière solide, et puis ensuite une expérience d'entrepreneur où là vraiment, bon, j'ai touché à tout puisque j'ai fait de la gestion de fournisseurs, d'achat, des ressources humaines, du marketing, de la vente, de la comptabilité. Donc vraiment une expérience complète. Bon, malheureusement, tout se passe pas toujours comme prévu dans la vie et on a eu des soucis d'associés, des désaccords, on a décidé de se séparer et j'ai donc vendu mes parts. Et alors, s'est posé la question de ma reconversion. Là, pour ma reconversion, je me suis vraiment appuyé sur mon expérience en tant qu'entrepreneur, ce qui m'avait plu dans l'entrepreneuriat, dans mes dernières expériences, et je me suis rendu compte que la vente, c'était vraiment quelque chose d'assez fort chez moi. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un produit, donc c'est concret. Ensuite, il y a beaucoup de relationnel. Il faut connaître les gens, entrer en confiance et comprendre leurs besoins. Et puis, il y a une partie de conseil et d'accompagnement, vraiment de les amener, de les accompagner vers leurs objectifs. Et ça, je trouve ça très, très intéressant et surtout gratifiant. Et alors, pourquoi l'immobilier? Ben, parce que c'est vrai que l'achat d'une propriété, c'est quand même un projet très engageant dans la vie d'une personne, d'un couple, d'une famille. Et donc, c'est ça qui m'a plu, quoi. Tous ces aspects de vente, de relationnel, et puis aussi le fait que ça soit quelque chose d'engageant. Alors, on va parler maintenant de mes expériences professionnelles, et en essayant de les mettre en perspective avec les notions qu'on a vues dans le cours. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'abord de la gestion de la relation client, et ensuite de la qualité de vie au travail. La gestion de la relation client, parce que je pense que c'est vraiment deux piliers très importants du fonctionnement d'une entreprise, quoi. C'est vraiment les clients qui achètent chez vous, et puis ceux qui font marcher l'entreprise, ce sont les employés, l'équipe. Alors, nous, on avait six piliers chez nous. Il y en avait un, c'était l'approvisionnement ou la disponibilité du produit. Il fallait absolument que on n'ait jamais de rupture de stock, que chaque client qui vienne ressorte avec ce qu'il était venu chercher. Ensuite, c'est le choix et la variété. On avait mis un point d'honneur à vraiment écouter nos clients et à
proposer tous les produits qui nous suggéraient, qui nous conseillaient. Ça nous a permis de fidéliser les clients, de les valoriser puisqu'ils se sentaient écoutés et puis surtout d'élargir notre gamme de produits. La satisfaction, pardon, là on avait une politique vraiment sur les retours et les réclamations de remboursement 100% et immédiat. On ne cherchait pas à comprendre parce qu'on estimait que la plupart des gens sont honnêtes et puis que voilà, il y a eu une erreur. Et ça, je pense que c'était vraiment un point fort chez nous. Ensuite, la communication. La communication, je vais mettre ça la communication en parallèle avec le service personnalisé parce que c'est la communication, c'est à la fois à travers les réseaux sociaux, la communication multicanal, la disponibilité, hein, le fait d'être joignable. Et puis le service personnalisé, c'est le fait d'avoir une équipe de vendeurs. C'est chaque client qui rentrait dans notre magasin était accueilli par quelqu'un. Et quelque chose de fondamental aussi pour nous, c'était le cadre, l'ambiance, c'est-à-dire comment était le magasin, comment était décoré. Et ça, c'était très important. On a fait des choix sur les matériaux, on a mis de la musique, des odeurs. Vraiment, on a un cadre accueillant, chaleureux pour que les gens se sentent chez eux et aient envie de rester. Et de revenir, surtout. Alors, j'ai choisi de parler au sein de tout ça des deux piliers, de l'approvisionnement et la communication. Alors d'abord, l'approvisionnement, ce qu'on a mis en place pour avoir toujours du stock. Je vais être en rupture de stock, c'est qu'on a mis en place des niveaux de stock critiques dans le système de gestion. Et ça nous a permis d'automatiser les alertes de rupture, les alertes de stock et puis les rapports de stock et d'automatiser notamment les commandes. Alors il y a une limite à ça, c'est vraiment le fait que il peut y avoir des erreurs, c'est pas parfait et donc il faut quand même garder un esprit un peu critique et avoir l'œil sur son magasin. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'évolution ces dernières années, c'est que les consommateurs ont l'habitude d'être servis vite, rapidement, parce qu'aujourd'hui, on achète en un clic sur Internet, et donc, ils n'acceptent pas que les produits ne soient pas disponibles. Donc, il faut vraiment avoir de la disponibilité en permanence. Et aussi le développement du drive, donc l'évolution des habitudes de consommation qu'on avait mis en place, nous aussi. Pour le futur, clairement, les outils prédictifs, hein, ça va être l'intelligence artificielle, les outils prédictifs sur les habitudes des consommateurs, mais sur la gestion du stock aussi. Et je crois qu'on va vraiment tendre vers une livraison de plus en plus courte et à domicile. Au niveau de la communication, alors là, il fallait vraiment être présent, avoir une présence multicanal sur les réseaux sociaux, WhatsApp Business, et être disponible. Et lorsqu'on n'était pas disponible, une bonne pratique, c'est vraiment de mettre en place des réponses automatiques d'absence pour que les clients sachent qu'on n'est pas disponible dans ces horaires-là, que ça ne fait pas partie des horaires d'ouverture. Comme ça, ils peuvent patienter jusqu'à notre réponse. Une erreur, c'est le manque de réactivité. Il faut absolument répondre le plus vite possible parce que voilà, les gens sont dans l'attente, ils ont besoin de réponses. Je crois que l'évolution principale ces dernières années, c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux, de la communication en ligne. Et l'enjeu, le défi, c'est de réussir à maintenir une communication personnalisée à travers ces canaux-là, à travers ces outils-là, qui sont quand même impersonnels, puisque on parle à travers un dispositif. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. À propos de la qualité de vie au travail, nous on avait aussi donc, des piliers, donc des axes chez nous. C'était l'un, l'exemplarité. Ça, c'est vraiment être présent, donner le ton et voilà, montrer le chemin aux gens, enfin, comment on veut que les choses fonctionnent et surtout nous faire les choses pour qu'ils voient comment on veut que ça fonctionne, quoi. L'esprit d'équipe, ça c'est fondamental. On peut avoir les meilleurs joueurs. Si on n'a pas un bon esprit d'équipe, une bonne cohésion, ça ne fonctionne pas. La bienveillance, je crois que c'est très important. Ça fait partie pour moi, c'est vraiment la base des liens au travail. Où, on a vraiment à cœur que tout le monde se sente à l'aise chez nous. Et la motivation. La motivation, c'est très important parce que la motivation, ça se ressent pas seulement dans l'équipe, ça se ressent chez les clients. C'est-à-dire que les clients sentent si vous avez une équipe motivée, qui a une bonne cohésion, qui s'entend bien, qui a envie de travailler, ça se voit. Et ça fait partie des facteurs de vente, en fait. Alors, dans l'esprit d'équipe, nous, ce qu'on avait fait, on avait mis en place des méthodes de shadowing, c'est-à-dire pour la transmission de connaissances et pour les formations, en fait. Ce qui permettait à l'équipe déjà de créer des liens entre eux, puisque la transmission se faisait entre membres de l'équipe
vraiment plus expérimentés, en général vers les moins expérimentés, mais aussi à l'inverse, puisque des fois il y avait des jeunes, des plus jeunes, moins expérimentés dans la vente peut-être, mais qui avaient plus de pratique dans les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a un échange vraiment. Euh, donc c'était ça le but. Il faut quand même encadrer tout ça. Donc il faut encourager l'autonomie, mais il faut aussi l'encadrer pour contrôler que les choses se font correctement. Et donc il faut valider un peu les résultats. Donc c'est pas des examens, mais il faut quand même être attentif à ce que la formation soit bien réalisée. Et je crois que ça c'est vraiment l'air du temps. C'est les organisations agiles. Je crois que c'est vraiment l'air du temps. C'est les organisations agiles. C'est plus du haut vers le bas comme avant. Voilà. Et ce qu'on a mis en place, et je crois que c'est partie aussi un peu des défis du futur, c'est avoir le e-learning. On avait mis en place des tutoriels pour que nos employés, nos équipes puissent se former ou puissent avoir accès à des outils sans qu'on ait besoin d'être présent, quoi. Et on continue surtout. Alors la motivation, bon ça, c'est fondamental aussi. Nous, on a mis l'axe sur la polyvalence. Deux choses. La polyvalence, c'est-à-dire que chacun puisse occuper plusieurs postes, même s'ils ne sont pas spécialistes, mais qu'ils aient quand même des connaissances un peu dans tous les postes. Et puis surtout encourager les propositions de la part de nos équipes. Je crois que c'est très important parce que ça les valorise. En fait, quand ils ont des suggestions, des propositions, ils connaissent le travail, ils connaissent le terrain. Et donc, quand ça vient d'eux, c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas hésiter non plus à déléguer. Et comme toujours, on délègue, on contrôle, on corrige, on accompagne. Voilà. Et une erreur, c'est vraiment ignorer les attentes des collaborateurs, pas anticiper, pas être attentif à eux, à leur attitude, à leur motivation. Voilà. Et je crois que voilà, aujourd'hui, avec le travail collaboratif, vraiment, bon, voilà, c'est intéressant, quoi. Et puis, l'enjeu là, je crois que quand je joue sur la motivation, bon, il y a plusieurs, mais c'est minimiser le turnover, hein, minimiser le turnover, et pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Alors, pour finir, on va s'intéresser à mes projets futurs. Donc déjà, un petit retour sur la formation rapide. Moi, je pensais que ça allait être 100% immobilier, puis je me suis rendu compte assez vite que c'était beaucoup de marketing et commercial. C'est pas une critique. Au contraire, je me suis rendu compte que finalement, un agent immobilier, il fait beaucoup de marketing et commercial. Il doit savoir vendre, donc ça fait partie de ses attributions. Donc c'était très intéressant. Moi, c'était des choses que j'avais pas forcément l'habitude de gérer. J'avais d'ailleurs une vision un peu floue de la vente et du marketing. Je pensais que c'était voilà, des domaines un peu, si on avait un peu de tchatch et qu'on était sympa, ça marchait. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des vraies méthodes, c'est très conceptualisé, c'est structuré. Et donc moi, ça m'a plu parce que voilà, ça m'a permis de consolider des choses que je voyais peut-être avant. C'est-à-dire que j'avais des notions intuitives parce que j'en faisais, mais je n'avais pas les concepts. Et donc ça, c'était intéressant parce que j'ai pu relier les choses entre elles et donc revoir les concepts. Et puis, j'avais pas une grande connaissance, sincèrement, du secteur immobilier, hein. C'était un peu vague. Et maintenant, c'est vrai que ça m'a aidé à comprendre qui sont les acteurs, qui sont on a les agences immobilières, on a les réseaux de mandataires, mais aussi qui intervient lors des démarches administratives. Et donc, voilà, c'était assez complet. Et moi, je trouve que ça a été très intéressant, très intéressant. Et au niveau des projets, donc pour le court terme, ça serait de trouver une première expérience en immobilier, probablement dans une agence immobilière, peut-être en tant que mandataire, mais je pense plutôt dans une agence. Et à moyen terme, ça serait de profiter de ma connaissance du marché immobilier pour réaliser des opérations à titre individuel, donc d'investissement, trouver des opportunités, etc., peut-être de rénovation par exemple. Et puis à plus long terme, d'essayer de transformer cette expérience personnelle en expérience professionnelle et d'accompagner des gens dans leurs projets, là plutôt d'investissement. C'est-à-dire que vraiment, pas forcément, évidemment en tant qu'achat,
de résidence principale aux résidences secondaires, mais aussi d'accompagner des gens dans des vrais investissements, où ils veulent faire par exemple de l'investissement locatif, ou de l'achat-revente, ou de la rénovation, ou de la colocation, etc. Donc ça serait quelque chose qui m'intéresserait aussi beaucoup. Donc voilà, le petit mot pour finir, c'est que le succès, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, et je trouve que ça s'applique très bien à cette formation, parce que le but, je crois que c'était au-delà d'être diplômé, c'est surtout d'acquérir des connaissances. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette formation. Donc, merci beaucoup, merci de votre attention et à bientôt.